En 1632, je naquis à York d'une bonne famille. Mon père voulait me faire avocat, mais mon seul désir était d'aller sur la mer. Un jour, me trouvant à Youl, où j'étais allé par hasard, un de mes compagnons, prêt à se rendre à Londres, me pressa de l'accompagner. Je ne consultai pas mes parents et embarquai le 1er septembre 1651. Jamais infortunes de jeunes aventuriers ne commencèrent plus tôt et ne durèrent plus longtemps que les miennes. Le 8e jour de notre voyage, la mer devint très grosse. L'océan s'élevait comme des montagnes, et je pouvais voir la terreur sur le visage des matelots. Au milieu de la nuit, un des hommes cria qu'une ouverture s'était produite et un autre qu'il y avait 4 pieds d'eau dans la cale. Le capitaine ordonna de tirer un coup de canon en signal de détresse. Un petit bâtiment non loin aventura une barque pour nous secourir. Il n'y avait guère plus d'un quart d'heure que nous avions abandonné notre vaisseau quand nous le vîmes s'abîmer. Alors je compris pour la première fois ce que signifiait couler bas. J'aurais dû avoir le bon sens de revenir à Youl et de rentrer chez nous. Mais mon mauvais destin m'entraînait avec une obstination irrésistible. À Londres, ma première connaissance fut un capitaine de vaisseau qui, étant allé sur la côte de Guinée avec un très grand succès, avait résolu d'y retourner. Il me proposa de faire le voyage avec lui et de jouir de tous les avantages que le commerce offrirait. Je fis ce voyage avec lui, risquant une petite somme que j'augmentai considérablement. C'est le seul voyage où je puis dire avoir été heureux. En outre, j'acquis une connaissance suffisante des mathématiques et des règles de la navigation. En un mot, ce voyage me fit tout à la fois marin et marchand. Je résolus alors d'entreprendre une nouvelle fois ce voyage. Et hélas, jamais traversée ne fut plus déplorable. Notre vaisseau, cinglant vers les Canaries, fut surpris à l'aube du jour par un corsaire turc de Salé. Venant à l'abordage, il jeta 60 hommes sur notre pont. Nous fûmes contraints de nous rendre et conduits prisonniers à Salé. Le capitaine du corsaire me garda pour sa part de prise et il me fit son esclave. Pendant 2 ans, je songeai sans cesse à mon évasion, sans entrevoir jamais la moindre chance de m'échapper. Un jour, mon patron m'ordonnant d'aller pêcher quelques poissons, je me munis, non d'ustensiles de pêche, mais de provisions de voyage. Nous étions à 1 mille en mer tout au plus, lorsque je saisis par surprise le mors qui m'accompagnait et le lançai par-dessus bord. Ayant un bon vent, une mer calme et unie, je fis tellement de voiles que le lendemain, je devais être au moins à 150 milles au sud de Salé, tout à fait au-delà des États de l'empereur du Maroc. Je naviguais depuis plusieurs jours quand j'aperçus un vaisseau avec une voile. L'équipage m'invita à venir à bord. Nous eûmes une très heureuse navigation jusqu'au Brésil, où je m'établis planteur 4 années durant. Un jour, 3 de mes amis vinrent auprès de moi me faire une secrète proposition: organiser la traite des nègres sur la côte de Guinée. Comme j'étais né pour être mon propre destructeur, il me fut impossible de résister à cette offre. Je m'embarquai le 1er septembre 1659, 8 ans après, jour pour jour, qu'à Youl, je m'étais éloigné de mon père et de ma mère. Après quelques jours de navigation, un violent tourbillon s'abattit sur nous qui nous désorienta complètement. Durant 12 jours, nous ne fîmes que dériver quand une deuxième tempête nous assaillit, nous poussant définitivement hors de toute route fréquentée. En ses extrémités, un de nos hommes s'écria « Terre !» et dans le même temps, notre navire s'échoua sur un banc de sable. La chaloupe fut lancée par-dessus bord et nous y descendîmes tous. C'est alors qu'une vague nous saisit avec tant de furie qu'elle nous fit chavirer et nous en jeta loin, séparés les uns des autres. Par chance, la vague m'ayant porté vers le rivage, je parvins à la terre ferme, mais ne revis jamais mes compagnons, si ce n'est 3 chapeaux et 2 souliers dépareillés. Lorsque je m'éveillai le lendemain matin, le temps était clair. J'eus la surprise de constater que le vaisseau était désormais à moins d'1 mille du rivage.
Je souhaitais y aller afin de sauver au moins quelque chose nécessaire pour mon usage. À son bord, je trouvai d'abord que toutes les provisions étaient en bon état. Ensuite, je procédai à la construction d'un radeau, que je consolidai une fois mis à l'eau. J'y entreposai toutes les planches que je pus atteindre. Je remplis 3 coffres de provisions et d'outils fort utiles. Je pensai ensuite aux munitions et aux armes, puis me mis en mer avec ma cargaison. Je découvris une petite anse vers laquelle je conduisis mon radeau et l'amarrai. Ma première préoccupation fut ensuite de reconnaître le pays et de chercher un endroit favorable pour ma demeure. J'ignorais encore où j'étais. Était-ce une île ou un continent? J'escaladai une montagne et je compris à ma grande affliction ma destinée, c'est-à-dire que j'étais sur une île au milieu de l'océan, seule. Me contentant de cette découverte, je revins à mon radeau et me mis à l'ouvrage pour le décharger. Comme je n'ignorais pas que la première tourmente qui soufflerait briserait le navire en 1000 pièces, je renonçai à rien entreprendre jusqu'à ce que j'en eusse retiré tout ce que je pourrais en avoir. Je me rendis à bord et je préparai un second radeau. J'emportai 2 ou 3 sacs pleins de pointes et de clous, des haches, une meule à aiguiser, des mousquets, de la poudre, des vêtements, un hamac. Il y avait 13 jours que j'étais à terre. Et comme je me préparais à aller à bord pour la 12e fois, je sentis le vent qui se levait. Il fit gros temps toute la nuit, et au matin, le navire avait disparu. Mon esprit ne s'occupa plus alors qu'à chercher les moyens de me mettre en sûreté. Je trouvais une petite plaine située au pied d'une colline, dont le flanc s'élevait à pic comme la façade d'une maison. Je traçai devant le rocher un demi-cercle, et plantai 2 rangées de pieux que j'enfonçai en terre. Cet ouvrage était si fort que ni homme ni bête n'aurait pu le forcer, ni le franchir. Pour entrer dans la place, je fis non pas une porte, mais une petite échelle avec laquelle je passai par-dessus ce rempart. Dans cette forteresse, je transportai toutes mes richesses. Cela fait, je commençai à creuser dans le roc derrière ma tente et me fis une grotte qui me servait comme cellier pour ma maison. Tandis que j'étais occupé à ce travail, je sortais au moins une fois par jour avec mon fusil, soit pour me divertir, soit pour voir si je ne pourrais pas tuer quelques animaux pour ma nourriture, soit enfin pour reconnaître autant que possible quelles étaient les productions de l'île. Puis il me vint à l'esprit que je perdais la connaissance du temps, faute de livres, de plumes et d'encre. Pour éviter cette confusion, j'érigeai sur le rivage où j'avais pris terre pour la première fois un gros poteau en forme de croix, sur lequel je gravai avec mon couteau cette inscription. J'abordai ici le 30 septembre 1659. Sur les côtés de ce poteau carré, je faisais tous les jours une encoche. Par ce moyen, j'entretins mon calendrier. J'avais amassé beaucoup de choses, mais il m'en manquait quantité d'autres. Ce manque d'outils faisait que dans tous mes travaux, je n'avançais que lentement, et il s'écoula près d'1 année avant que je n'eusse entièrement achevé la petite palissade autour de mon habitation. Je m'appliquai ensuite à améliorer mon genre de vie et à me faire les choses aussi douces que possible. Je me mis à agrandir ma grotte pour ranger tout mon attirail. J'entrepris de fabriquer les meubles indispensables, spécialement une table et une chaise. Je façonnai des planches et plaçai de grandes tablettes l'une sur l'autre tout le long d'un côté de la grotte pour poser mes outils, mes clous, ma ferraille. J'éprouvais un vrai plaisir à voir le bel ordre de mes effets ainsi rangés. Au milieu de tous mes travaux, il m'arriva de trouver un petit sac qui avait été empli de grains. Le peu qui était resté dans le sac avait été tout dévoré par les rats, et je n'y voyais que de la poussière que j'allais secouer au pied du rocher. Quelle furent ma surprise et mon étonnement lorsque, peu de temps après, je vis environ 10 ou 12 épis d'une orge verte et parfaite. Comme on peut le croire, je les recueillis soigneusement et résolus de semer tout ce que j'en avais dans l'espérance qu'avec le temps, j'en récolterais assez pour faire du pain. Mon habitation étant parfaitement mise à couvert, j'entrepris une exploration complète de l'île. Je trouvai plusieurs belles savanes et découvris une grande quantité de tabac vert,
Je vis des plantes d'aloès, quelques cannes à sucre sauvages et différents fruits. Plus loin, au nord, je trouvais toute une contrée qui paraissait si tempérée, si verte, si fleurie, qu'on l'aurait prise pour un jardin artificiel. J'y vis une grande quantité de cacaoyers, d'orangers, de limoniers et de citronniers, tous sauvages. J'étais si enamouré de ce lieu que je m'y construisis une sorte de tonnelle. Là, je couchais quelquefois 2 ou 3 nuits de suite. Dès lors, je me figurais avoir ma maison de campagne et ma maison maritime. La saison des pluies durait plus ou moins longtemps et m'obligeait à rester à la maison autant que possible. Pendant ce temps, je ne manquais pas de travaux. Par exemple, j'essayais de me tresser un panier. Ce fut alors un très grand avantage pour moi que tout enfant je me fusse plu à m'arrêter chez un vannier de la ville où mon père résidait et à le regarder faire ses ouvrages d'osier. J'avais songé également à me façonner quelques vases de terre dont j'avais un besoin extrême. En 2 mois environ, je ne pus fabriquer que 2 grandes machines de terre grotesques que je n'ose appeler jarres. Je fis néanmoins beaucoup de petites choses avec assez de succès. J'avais bêché une pièce de terre proche de ma tonnelle pour y semer mon grain. La moisson promettait d'être belle quand je m'aperçus que j'étais en danger de la voir détruite par divers animaux. Je ne vis d'autre remède à mon mal que d'entourer mon blé d'une haie, mais les oiseaux me menacèrent d'une nouvelle ruine quand mon blé fut monté en épi. Je fis sur eux une décharge de mon mousquet et j'en tuai 3. Je les ramassai et je fis d'eux comme on fait des voleurs en Angleterre. Je les pendis à un gibet pour la terreur des autres. On n'imaginerait pas quel bon effet cela produisit. Non seulement les oiseaux ne revinrent plus dans les blés, mais ils émigrèrent de toute cette partie de l'île. Sur le temps de décembre, je fis la récolte de mon blé et devins en quelque temps un vrai pâtissier. Je ne saurais dire que durant les 5 années qui suivirent, rien d'extraordinaire me soit advenu. Ma vie suivit le même cours. Outre la culture annuelle de mon orge, je me perfectionnai dans tous les travaux mécaniques auxquels mes besoins me forçaient de m'appliquer. Comme mes munitions commençaient à baisser, j'inventai quelques stratagèmes pour traquer et empiéger les chèvres. Après de nombreux échecs, je trouvai un matin 3 chevreaux dans une de mes trappes. Je décidai d'en faire l'élevage. Au bout d'1 an et demi environ, j'eus un troupeau de 12 bêtes, et 2 ans après, j'en eus 43. J'établis une laiterie, et parvins après beaucoup d'essais infructueux à faire très adroitement du beurre et du fromage. Si quelqu'un venait à rencontrer un homme tel que j'étais, il serait épouvanté ou se pâmerait de rire. J'avais un bonnet grand, haut, informe et fait de peau de chèvre. J'avais une jaquette courte, également de peau de chèvre, dont les pans descendaient à mi-cuisse. J'avais un large ceinturon de peau desséchée. En guise d'épée, j'y appendais d'un côté une petite scie et de l'autre une hache. Sur mon dos, je portais une corbeille, sur mon épaule un mousquet, et sur ma tête mon grand vilain parasol de peau de bouc, qui après mon fusil était la chose la plus nécessaire de mon équipage. Il advint qu'un jour vers midi, comme j'allais au rivage, je fus excessivement surpris en découvrant sur le sable l'empreinte d'un pied nu. Je m'arrêtai comme frappé de la foudre. J'écoutai, je regardai autour de moi, mais je n'entendis rien ni ne vis rien. Je ne pus dormir de la nuit. Moi qui étais un homme, je tremblais à la seule idée de voir un homme. Après mûre délibération, je résolus de me faire un second retranchement à quelque distance de ma muraille, pour le cas où je verrais prendre terre à des sauvages. Je le perçai de 7 meurtrières dans lesquelles je plaçai des mousquets en guise de canon. C'est ainsi que je pris pour ma conservation toutes les mesures que la prudence humaine pouvait suggérer. Un jour encore, je crus voir une embarcation qui voguait à une grande distance. Quand je fus arrivé en bas de la colline, à l'extrémité de l'île où je n'étais jamais allé, je fus atterré de découvrir le rivage jonché de crânes, de pieds et autres ossements. Je m'éloignai et tentai de recouvrer mes sens, puis je me tranquillisai. En effet, je remarquai que les sauvages ne venaient jamais dans l'île à la recherche de quelque butin.
J'avais été plus de 18 ans sans rencontrer le moindre vestige d'une créature humaine. Ma seule affaire était donc de me tenir toujours parfaitement cachée. Et je recommençais à vivre tranquillement, avec cette différence que j'usais de plus de précautions et que j'avais l'œil plus aux aguets. Ce n'était qu'avec la plus grande inquiétude que je faisais du feu à cause de la fumée qui aurait pu me trahir, et c'est pour cela que j'avais transporté la fabrication des objets qui demandaient l'emploi du feu dans les bois. C'est ainsi que je découvris à mon grand ravissement une espèce de cavité dont je fus curieux de voir l'intérieur. Parvenu non sans difficulté à son embouchure, je trouvai qu'elle était assez spacieuse. Sur le côté le plus profond, une ouverture très basse s'enfonçait plus avant. J'empruntai ce défilé et aboutis sur une voûte d'environ 20 pieds de hauteur. Je puis affirmer que dans toute l'île, il n'y avait pas un spectacle plus magnifique à voir que les parois de cette caverne. Qu'avait-il dans le roc? Était-ce des diamants ou d'autres pierreries? Ou de l'or? Je l'ignorais. Je fus ravi de cette découverte et résolu de transporter sans délai dans cette retraite tout ce dont la conservation m'apportait le plus, surtout ma poudre et toutes mes armes de réserve. Je fus surpris un matin en ne voyant pas moins de 5 canots tous ensemble au rivage sur mon côté de l'île. Les sauvages à qui ils appartenaient étaient déjà à terre et tiraient sans ménagement 2 misérables des pirogues. J'en vis aussitôt tomber un, assommé. 2 ou 3 de ces meurtriers le dépecèrent pour leur cuisine, pendant que l'autre victime attendait qu'ils fussent prêts pour elle. Soudain, ce pauvre malheureux s'élança et se prit à courir avec une incroyable vitesse. Je fus horriblement effrayé quand je le vis se diriger vers moi. Mais bientôt je recouvrai mes esprits, et lorsque je reconnus qu'il n'était que 2 hommes à sa poursuite, j'appelai le fuyard et lui fis signe de me rejoindre. Puis je me précipitai sur le premier des poursuivants et l'assommai. Voyant le second armé d'un arc et prêt à décocher une flèche contre moi, je le tuai d'un coup de mon fusil. Le pauvre sauvage échappé avait fait halte. Il était si épouvanté du feu et du bruit de mon arme qu'il demeura pétrifié, n'osant aller ni en avant ni en arrière. Enfin il s'approcha de moi, s'agenouilla et mit mon pied sur sa tête. Ce fut, il me semble, un serment juré d'être à jamais mon esclave. Sur ce, il me dit quelques mots que je ne compris pas, mais qui me furent bien doux à entendre, car c'était le premier son de voix humaine que j'eusse ouï depuis 25 ans. Le sauvage que j'avais assommé commençait à se remettre. Mon sauvage me demanda alors de lui prêter mon sabre. Je le lui donnai, et d'un seul coup, il lui trancha la tête. Puis je l'emmenai dans ma caverne. Là, je lui offris du pain, une grappe de raisin et de l'eau, dont je vis qu'il avait grand besoin. C'était un beau garçon d'environ 26 ans. Je commençai à lui parler, à lui apprendre à me parler. D'abord, je lui fis savoir que son nom serait Vendredi, car c'était le jour où je le lui avais sauvé la vie. Je demeurai là toute la nuit avec lui, mais dès que le jour parut, je lui fis comprendre qu'il fallait me suivre et que je lui donnerais des vêtements. Je l'emmenai sur le sommet de la montagne pour voir si ses ennemis étaient partis. Alors nous nous en retournâmes à notre château. Jamais homme n'eut serviteur plus sincère, plus aimant, plus fidèle que Vendredi. Son attachement pour moi était celui d'un enfant pour son père. Mes conversations avec Vendredi employaient si bien mes heures que je passai les 3 années que nous vécûmes là ensemble parfaitement heureux. J'étais entré dans la 28e année de ma captivité, quand un matin, Vendredi vint vers moi en criant qu'une embarcation portait le cap sur mon île. Je reconnus, à n'en pas douter, un bâtiment anglais et une chaloupe anglaise. Quand ils furent sur le rivage, je dénombrai 11 hommes, dont je trouvai que 3 étaient sans armes et ligotés. Je me glissai inaperçu, aussi près qu'il me fut possible des prisonniers, et leur demandai qui ils étaient. Ils m'expliquèrent leur infortune. « Notre infortune, monsieur. Je suis capitaine de ce vaisseau et mon équipage s'est mutiné contre moi. J'ai obtenu à grand-peine d'être déposé au rivage avec ce passager et mon second. » Le capitaine, m'ayant donné l'assurance de me transporter en Angleterre si l'on recouvrait le navire, j'équipai les 3 hommes de fusils. Des 8 matelots qui les accompagnaient, 2 seulement furent tués.
Les autres implorèrent miséricorde et consentirent à se laisser garrotter. Je conduisis le capitaine et ses compagnons dans mon logis. Pour le présent, notre affaire était de songer aux moyens de recouvrer le bateau. Il y a encore à bord 26 hommes qui, ayant trempé dans une abominable conspiration, voudront pousser les choses à bout. Tandis que nous concertions nos plans, nous entendîmes un coup de canon pour rappeler la chaloupe à son bord. Ne voyant rien venir, nous vîmes le navire mettre à la mer une autre embarcation. Elle était montée par une dizaine d'hommes munis d'armes à feu. Le capitaine m'affirma qu'il y avait parmi eux 3 honnêtes garçons. Quant à tout le reste, ils étaient les plus dangereux du bâtiment. Une fois à terre, les hommes décidèrent de se séparer pour chercher leurs compagnons. 2 matelots restèrent en poste auprès de la chaloupe. Le premier fut assommé dans les plus brefs délais, et le second sommé de se rendre. Pendant ce temps, Vendredi et le second du capitaine avaient ordre d'attirer les autres aussi loin que possible. Ils les entraînèrent d'une colline à l'autre jusqu'à ce que la nuit tombe. Il ne nous restait alors qu'à fondre sur eux. 2 furent tués sur le coup, les autres capitulèrent très volontiers. Le capitaine fit équiper les 2 chaloupes, et vers le milieu de la nuit, ils arrivèrent au navire. Ils forcèrent la chambre du conseil et tuèrent le nouveau capitaine rebelle. Là-dessus, le reste de l'équipage se rendit, et le bâtiment étant ainsi recouvré, le capitaine ordonna de tirer 7 coups de canon. Après avoir entendu ce signal, je me couchai et m'endormis profondément. « Mon cher ami libérateur, me dit le capitaine au réveil, voilà votre navire, car il est à vous ainsi que nous et tout ce qui lui appartient. » Puis après bien des larmes et des embrassades, nous commençâmes à nous consulter sur ce que nous avions à faire de nos prisonniers. Le capitaine me dit qu'il les connaissait pour des vauriens, et que s'il les emmenait, ce ne pourrait être que pour les livrer à la justice. J'allais trouver les prisonniers pour les convaincre d'être laissés dans l'île. Ils me déclarèrent qu'ils préféraient se risquer à demeurer en ce séjour plutôt que d'être transférés en Angleterre pour être pendus. Alors, je leur contai l'histoire de mon existence en cette île. Je leur montrai mes fortifications, leur indiquai la manière dont je faisais mon pain, plantais mon blé. En un mot, je leur enseignai tout ce qui était nécessaire pour leur bien-être. C'est ainsi que j'abandonnai mon île, le 19 décembre 1686, après y être demeuré 28 ans, 2 mois et 19 jours. J'emportai à bord comme relique le grand bonnet de peau de chèvre que je m'étais fabriqué et mon parasol. De cette seconde captivité, je fus délivré le même jour du mois que je m'étais enfui jadis de chez les morts de Salé. Sur ce navire, au bout d'un long voyage, j'arrivais en Angleterre le 11 juin 1687, après une absence de 35 années.